Qu'est-ce que ça signifie avoir une vie bonne? Est-ce une vie remplie de plaisir? Une vie moralement exemplaire? Une vie où tous nos désirs sont comblés? Une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes? Ou encore une vie fondée sur des biens universels objectivement bons pour l'épanouissement humain? On veut tous vivre une vie qui en vaut la peine. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Derrière cette quête personnelle se cache l'une des plus anciennes énigmes de la philosophie. Depuis l'Antiquité, ces questions passionnent les plus grands penseurs et les plus grandes penseuses. Aujourd'hui encore, la philosophie du bien-être est un champ en pleine effervescence, divisé entre de nombreuses théories concurrentes. Alors comment s'y retrouver? Et surtout, quelle théorie rend le mieux compte de ce qu'est réellement le bien-être? Eh bien, c'est exactement ce que cette série d'enquêtes philosophiques vous propose d'explorer. Présentée par le cabinet Evexia, accompagnement au mieux-être, et animée par Laurence Lévesque, doctorante en philosophie. Plongez au cœur des grandes théories du bien-être et posez-vous, vous aussi, la question « Qu'est-ce que bien vivre ?» Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série sur comment théoriser le bien-être humain. Le bien-être est-il seulement une question de plaisir? Est-ce qu'une vie heureuse, c'est une vie remplie de plaisir? Entre vous puis moi, une vie remplie de plaisir, ça peut pas nuire. Mais est-ce que le bien-être se réduit simplement à juste avoir du plaisir? Est-ce qu'on peut bien vivre sans plaisir? La réponse intuitive semble être non. Le plaisir, ça semble être central à notre conception du bien-être, mais est-ce que c'est suffisant pour le théoriser entièrement? Dans le dernier épisode, on a vu que les grandes théories du bien-être actuelles se divisaient principalement en deux grandes catégories, les théories subjectivistes et les théories objectivistes. Les théories subjectivistes qui disent que le bien-être de l'individu dépend de l'individu lui-même et de ses propres attitudes favorables. Donc, le bien-être dépend de notre quantité de plaisir, de notre quantité de désirs satisfaits, de valeurs réalisées. Donc, ça dépend purement de l'individu, tandis que les théories objectivistes, elles, vont dire que le bien-être dépend pas juste de la réalisation de nos attitudes favorables, mais va aussi s'appuyer sur des biens objectifs, des biens qui sont universels, des choses qui sont bonnes pour tout le monde, même si en ce moment vous les désirez pas, il y aurait des choses qui seraient bonnes pour tous les êtres humains. Eh bien, une des plus vieilles théories du bien-être qui existe, l'hédonisme, va toujours ramener le bien-être au plaisir. Et c'est une idée qui est très subjective, mais aussi qui est très intuitive. Donc, l'hédonisme fait partie de la grande catégorie des théories du bien-être dites subjectivistes. Ah oui, et en passant, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. On est là pour réfléchir ensemble, alors autant rendre ça officiel. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. Donc, est-ce que le bien-être, c'est une question de plaisir? C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui en analysant les théories du bien-être qui se fondent sur le plaisir, et c'est les théories hédonistes. Donc, c'est quoi le plan de notre épisode? Premièrement, on va se questionner sur c'est quoi les théories hédonistes du bien-être. Deuxièmement, on va analyser une défense contemporaine de l'hédonisme de Ben Bramble, qui est un grand philosophe du bien-être, et son argument appelé de l'exigence d'expérience. C'est cet argument-là pour lui qui le convainc que c'est vraiment l'hédonisme qui est la meilleure théorie du bien-être. Ensuite, on va analyser une objection aux théories hédonistes et c'est l'objection de la machine à expérience de Robert Nozick, qui se fonde principalement sur une expérience de pensée. Et finalement, on va conclure sur c'est quoi les avantages et les limites des théories hédonistes du bien-être. Donc si on commence par se questionner sur c'est quoi les théories hédonistes du bien-être. Quand on demande aux gens c'est quoi avoir une bonne vie, quand on les interroge comme ça, si on faisait un vox pop dans la rue, sûrement que se sentir bien, ce serait le genre de choses qui reviendrait. Et se sentir bien, ça passe à travers le plaisir. Donc le plaisir, c'est quelque chose qui revient souvent quand on va parler de bonheur et de bien-être. Mais il y a une grande question philosophique qui demeure. Est-ce que le bien-être se réduit au plaisir? Est-ce que parler du bien-être en termes de plaisir, c'est suffisant pour rendre compte de tout le concept de bien-être au complet? Eh bien, c'est précisément ce que les théories hédonistes vont soutenir. Donc, que le bien-être peut être expliqué en termes de plaisir uniquement. Donc, en bref, la thèse centrale de l'hédonisme, c'est que le bien-être d'une personne va correspondre à la quantité nette de plaisir qu'elle va ressentir, c'est-à-dire la somme de ses plaisirs moins la somme de ses déplaisirs. Donc, le bien-être d'un individu X va être égal à la quantité nette de plaisir éprouvé par X. Si on prend un exemple fictif de Nathalie, par exemple, si Nathalie, elle est heureuse en amour, elle est épanouie dans sa vie familiale, elle est entourée de bonnes relations, elle fait du sport avec des amis qu'elle aime, elle a un travail dans lequel elle s'accomplit, elle vit beaucoup de plaisir et peu de déplaisir. Donc, selon l'hédonisme, Nathalie, elle a un niveau de bien-être élevé. Ici, pourquoi ces théories-là vont réduire le bien-être au plaisir, c'est que pour eux, le plaisir, c'est un bien intrinsèque. Donc, ce serait la seule chose qui serait fondamentalement bonne pour nous et les déplaisirs seraient la seule chose qui serait fondamentalement mauvaise pour nous. Un grand philosophe du bien-être qui défend une théorie hédoniste, c'est Fred Fellman. Il nous dit, la seule chose qui est fondamentalement et intrinsèquement bonne pour nous, c'est notre propre plaisir. Et la seule chose qui est fondamentalement et intrinsèquement mauvaise pour nous,
c'est notre propre souffrance. Donc si la seule chose qui est vraiment bonne pour nous, c'est le plaisir, la seule chose qui est vraiment mauvaise pour nous, c'est le déplaisir, ben on est capable de réduire le bien-être à ces deux choses-là. Les plaisirs, ben ça peut être un bon café, ça peut être une discussion joyeuse, ça peut être une promenade apaisante. Puis les déplaisirs, eux, ben ça peut être la douleur physique, de l'angoisse, la tristesse. Ça, ben c'est des expériences phénoménologiques qui sont vécues de l'intérieur et qui constituent la matière première de notre bien-être selon les théoriciens et les théoriciennes qui vont défendre des théories hédonistes. Donc maintenant qu'on a une bonne prise sur c'est quoi les théories hédonistes, on va analyser une défense contemporaine de ce type de théorie-là, donc un théoricien du bien-être, Ben Bramble, qui, lui, va défendre corps et âme une théorie hédoniste du bien-être encore à ce jour. Donc, Bramble va nous proposer une défense originale de l'hédonisme parce que pour lui, il y a rien qui peut nous faire du bien ou du tort sans affecter nos expériences. Et ça, c'est la chose qui le convainc d'adopter une théorie hédoniste du bien-être. Et c'est ce qu'il va appeler l'exigence d'expérience. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu plus dans l'argumentaire philosophique pour défendre une théorie et on va analyser l'argument de l'exigence d'expérience. Bramble nous dit que bénéficier à quelqu'un, c'est améliorer sa condition dans l'ensemble de sa vie par rapport à ce que sa vie aurait été autrement. Donc ici, on parle de plaisir, ça va être quelque chose qui va bénéficier à l'individu et les déplaisirs, c'est quelque chose qui va nuire à l'individu. Et ça, quelque chose qui est bon pour nous, c'est quelque chose qui nous bénéficie et quelque chose qui est mauvais pour nous, quelque chose qui nous nuit. Pour Bramble, ça implique toujours une transformation au niveau de notre vécu subjectif. C'est là qu'on va tendre vers l'argument de l'exigence d'expérience, qui est en réalité une inférence à la meilleure explication. En gros, l'inférence à la meilleure explication, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que inférer la meilleure explication, c'est en réalité conclure qu'une hypothèse est vraie parce qu'elle constitue la meilleure explication disponible des faits observés. Donc, ce que Bramble va faire, c'est qu'il va conclure que si tout ce qui a un impact sur notre bien-être passe par l'expérience vécue, ben, ce qui est bon ou mauvais pour nous se traduit à travers les plaisirs et les déplaisirs. Donc, ben, le bien-être va se réduire à la quantité de plaisir qu'on a, moins la quantité de déplaisir qu'on a. Bramble va défendre l'idée que ce qui nous fait du bien ou du tort doit forcément affecter nos expériences, ce qu'il va appeler l'exigence d'expérience. Alors, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est le bien-être, ben, c'est dire qu'il se résume à nos plaisirs et nos déplaisirs. Et autrement dit, ben, d'adopter une théorie hédoniste du bien-être. Donc, si je précise un petit peu plus son argument, ça va comme suit. Premièrement, seulement les événements qui influencent nos expériences peuvent améliorer ou nuire à notre vie. Deuxièmement, si c'est vrai, ben, ce qui est bon ou mauvais pour nous, c'est simplement ce qui rend nos expériences plus plaisantes ou plus douloureuses. Et si c'est ça, ben alors l'hédonisme, c'est probablement la meilleure explication du bien-être tout simplement. Il va pas prétendre que c'est une démonstration qui est irréfutable. Mais par contre, pour lui, suite à l'exigence d'expérience, l'hédonisme, ben, c'est la meilleure explication du bien-être. Mais cette conclusion-là, elle dépend entièrement de la solidité de la prémisse de départ, qui est l'exigence d'expérience, donc qui est que seuls les événements qui influencent nos expériences peuvent améliorer ou nuire à notre vie. Et comme, ben, cette prémisse-là, elle-même, elle est sujette à débat, ben, tout l'argument devient fragile si elle est contestée. Ici, on a un exemple assez concret de ce qu'on peut faire en philosophie analytique, où est-ce que, sous forme d'argument, on va défendre une certaine position, et là, ben, d'autres personnes qui seraient en désaccord avec cette position-là vont venir analyser l'argument pour essayer de trouver où est le problème là-dedans. Donc, si je récapitule, l'argument de Bramble en faveur de l'hédonisme dépend de la validité de l'exigence d'expérience. Donc, pour ça, il faut qu'il défende vraiment l'exigence d'expérience. Pour faire ça, il va donner un argument précis et c'est celui d'une impossibilité des bénéfices posthumes, c'est-à-dire des bénéfices après la mort. Donc, si vous me suivez toujours, là, je vais vous montrer pourquoi, selon Bramble, c'est quoi son argument en faveur de l'exigence d'expérience. Qui est, je vous le rappelle, que seuls les événements qui affectent nos expériences peuvent nous nuire ou nous bénéficier. Donc, pour justifier l'exigence d'expérience, il va utiliser un raisonnement logique qui s'appelle un modus tollens. Pour l'instant, oubliez c'est quoi un modus tollens, c'est juste une forme logique d'un argument. On va en parler plus tard. Accrochez-vous pas là-dessus. Alors voici comment il raisonne. Il va dire que si une chose peut nous nuire ou nous bénéficier sans affecter nos expériences, alors ben cette chose-là pourrait aussi nous nuire ou nous bénéficier après notre mort. Or, il va affirmer que rien peut nous affecter après notre mort. Donc, selon lui, rien peut nous affecter sans affecter nos expériences, ce qui, pour lui, prouverait l'exigence d'expérience. Donc, comme je vous ai dit, accrochez-vous pas à c'est quoi un modus tollens, mais un modus tollens, c'est un raisonnement sous la forme d'un si alors. Donc, on a la première prémisse qui était, si une chose peut nous nuire ou bénéficier sans affecter nos expériences, alors elle pourrait aussi nous nuire ou nous bénéficier après notre mort. Donc, c'est une forme de si P alors Q, et là, c'est un modus tollens, et donc là, on va dire non Q. Donc, rien ne peut nous affecter après notre mort. Donc, à ça, on va être capable de conclure que rien peut nous affecter
et sans affecter nos expériences. Donc, la structure logique du modus tollens, elle est valide. Donc, son argument, il est valide sur le plan logique. Par contre, la validité d'un argument se mesure aussi à la vérité des prémices. Donc, s'il y a une des prémices qui est pas vraie, même si la structure logique est bonne, l'argument est quand même problématique. Mais là, il y a un petit problème ici, c'est-à-dire que la force de son argument va reposer entièrement sur cette idée-là qu'être affecté sans expérience, ça implique pouvoir être affecté après la mort. Et c'est là que ça va coincer un petit peu. Ce lien-là entre les deux, il est hautement hypothétique. Il va reposer sur ce qu'on appelle un raisonnement contrefactuel, qui est un scénario imaginaire qui nous demande d'imaginer un monde où les gens seraient affectés après leur mort, tout simplement. Mais ce genre de raisonnement-là pose deux difficultés majeures. Premièrement, sur le plan normatif, il est très difficile d'évaluer si ce monde-là imaginaire il est plausible ou même pertinent. Est-ce qu'on peut vraiment juger de ce qui serait possible de ressentir après la mort? Et même selon quels critères? Parce qu'il y a personne qui est mort et qui en est revenu, à part peut-être les expériences de mort imminente. Ensuite, sur le plan psychologique, chacun de nous peut projeter ses propres intuitions, croyances ou peurs dans un scénario fictif comme ça. Ce qui fait que le résultat dépend énormément des biais de chacun. Et ça, c'est problématique. Et surtout, en amenant ce type d'argument-là, Bramble amène des questions que lui-même répond pas. Par exemple, est-ce qu'on a encore une conscience après la mort? Sinon, comment est-ce qu'on pourrait être affecté après la mort? Puis si oui, sous quelle forme et qu'est-ce que ça signifierait? En réalité, Bramble répond pas à ces questions-là, mais prend pour acquis la vérité de la première prémisse sans pour autant s'y attarder, ce qui est problématique. Et comme, c'est un modus tollens, donc tout son argument est fondé sur la première prémisse, sur la validité de la première prémisse, c'est tout son argument qui devient instable quand on se met à questionner la première prémisse. Un grand philosophe du bien-être aussi, Eden Lin, rejette aussi l'exigence d'expérience et rejette l'argument de Bramble. Lin va nous dire que le rejet des bénéfices posthumes, ça implique pas nécessairement le rejet de la possibilité qu'un événement bénéfique affecte pas l'expérience aussi. Donc, ça serait possible aussi qu'on ait des bénéfices qui affectent pas directement notre expérience. En plus, refuser les bénéfices posthumes repose souvent sur des intuitions contestables selon lui ou des présupposés sur l'identité personnelle après la mort et ça suffit pas à prouver l'exigence d'expérience du tout. Même si on peut avoir un petit peu l'intuition que, en effet, la majorité du temps, ces choses-là semblent affecter notre expérience, c'est pas suffisant pour légitimer une exigence d'expérience totale qui ferait en sorte après, grâce à une inférence à la meilleure explication, que la bonne théorie du bien-être, c'est l'hédonisme. Donc l'exigence d'expérience, oui, elle peut être problématique, mais je vous rappelle qu'il y a des gens qui défendent ça aujourd'hui encore corps et âme, comme Ben Bramble. Donc encore une fois, je serais curieuse d'avoir votre opinion si, est-ce que selon vous, l'exigence d'expérience est valide? Et aussi, ça c'est un argument parmi tant d'autres, si vous êtes pas pour l'exigence d'expérience, vous pouvez quand même trouver qu'une théorie hédoniste du bien-être, c'est peut-être encore très satisfaisant. Toutefois, je nous ramène encore à la question de départ qui est, est-ce que de réduire le bien-être au plaisir, c'est quelque chose qui est satisfaisant? Est-ce qu'une vie vraiment garantie de plaisir, c'est vraiment ça qui garantit une vie le plus haut en bien-être possible? Pas nécessairement. Et là, on va analyser une grande objection aux théories hédonistes du bien-être, qui est une objection qui est extrêmement populaire, que vous avez peut-être même déjà entendu parler dans d'autres contextes, et c'est l'objection de la machine à expérience de Robert Nozick. Oups, désolé, j'interromps 2 secondes pour un message d'intérêt général. Si vous aimez la réflexion à date, je vous invite à vous abonner. On est juste au début de la vie bonne, puis je vous garantis que vous voulez pas manquer ce qui s'en vient. Puis en plus, ça m'aide énormément. Donc sur ce, merci de le considérer et de retour aux choses vraiment intéressantes que je disais. Dans les années 1970, le philosophe Robert Nozick va proposer une célèbre objection qui s'appelle la machine à expérience. Et son objection va se faire sous la forme d'une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est tout simplement une forme d'outil conceptuel qui va être utilisé pour explorer des idées, tester des intuitions, même analyser des concepts sans recourir à une expérience réelle. Un exemple classique de ça en philosophie morale, ça va être l'exemple du tramway. Donc, si vous êtes en ce moment le conducteur d'un train et qu'il y a 2 rails devant vous, une rail avec 5 individus, une rail avec un individu, est-ce que vous tournez la rail pour tuer les 5 individus ou les 5, vous avez pas le choix par exemple? Donc ça, c'est une expérience de pensée. On vous met dans une certaine situation mentale pour tester nos intuitions, dans ce cas-ci morales. Mais là, Robert Nozick crée une expérience de pensée pour s'opposer aux théories hédonistes du bien-être. Donc il nous dit, imaginez qu'on vous branche à une machine qui simule une vie parfaite. Une vie remplie de plaisir. Donc, amour, succès, joie. Et vous vous rendez pas du tout compte que tout ça est complètement faux. Est-ce que vous avez vraiment une bonne vie? Donc, imaginez-vous qu'en ce moment, on vous dit, je pourrais vous garantir une vie d'expérience plaisante, mais pour ça, on doit prendre ton cerveau, le connecter avec plein de fils, de je sais pas quoi, pour simuler des expériences plaisantes dans ton cerveau. Toi, t'auras jamais l'impression que c'est complètement faux ce qui se passe en ce moment. Tu vas vivre une vie remplie de plaisir. Et la question c'est, est-ce que tu te brancherais à cette machine-là? Et aussi,
Est-ce qu'une personne qui est branchée à cette machine-là, qui vit une vie extrêmement haute en plaisir, on peut dire qu'elle a une vie qui est bonne et une vie haute en bien-être? Ce que plusieurs études ont montré, c'est que la majorité d'entre nous ressentirait un certain inconfort à se brancher à cette machine-là. Comme s'il y avait des choses qui comptaient pour nous encore plus qu'une vie simplement remplie de plaisirs subjectifs. Et c'est justement grâce à cette expérience-là de pensée que Robert Nozick nous amène à penser qu'il y a autre chose qui compte que le plaisir. Peut-être que justement, on préfère vivre une vie moins haute en plaisir, mais dans la réalité. Et c'est une intuition qui est quand même assez forte. Et cette expérience de pensée-là, l'objection qu'elle va créer, c'est une objection de la théorie sur le plan descriptif. Donc, elle correspond pas vraiment à nos intuitions par rapport au bien-être. Mais Ben Bramble n'a pas dit son dernier mot, il va répondre à Robert Nozick, il va répondre à cette objection-là. Évidemment, Bramble, pas plus fou qu'un autre, il reconnaît le fait que, en effet, c'est un genre de problème pour les théories hédonistes. Par contre, il va offrir une réponse assez subtile. Il va dire que les plaisirs les plus profonds, comme ceux issus de l'amour, de l'amitié véritable et tout ça, ben ça exige des relations réelles. Donc, selon lui, la machine de Nozick pourrait même pas offrir ces véritables plaisirs-là authentiques. Donc, pour lui, ça voudrait dire que même d'un point de vue hédoniste, la vie dans la machine, ben, elle serait moins bonne. Ce qui veut dire que il arriverait, avec cette réponse-là, au bon verdict, qui est qu'une vie branchée dans une machine comme ça, c'est une vie qui est moins bonne sur le plan du bien-être qu'une vie dans la réalité. C'est une réponse qui est ingénieuse, mais est-ce que c'est une réponse qui est satisfaisante? Et si on imaginait une machine qui, justement, serait capable de donner ces plaisirs-là authentiques comme l'amour, les amitiés et tout ça, est-ce que ces critiques-là demeureraient? Je pense pas. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est une expérience de pensée et justement dans une expérience de pensée, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Donc imaginons une machine 100% puissante qui peut simuler tous les plaisirs les plus profonds, les plus authentiques qu'on peut penser. Ben dans ce cas-là, l'hédonisme n'aurait pas le choix d'arriver à la conclusion que la vie dans la machine, c'est une vie qui est meilleure sur le plan du bien-être qu'une vie dans la réalité. Ce qui est à mon sens, quand même assez problématique sur le point de vue descriptif. Peut-être que pour vous, c'est pas une objection qui est problématique et peut-être que vous êtes un hédonisme convaincu et que vous vous dites, si la vie dans la machine peut me garantir une vie de plaisir extrême, pourquoi pas? Tu sais, j'irais dans cette machine-là. Donc là, vous êtes vraiment un hédoniste convaincu. Mais si vous avez une certaine réticence à dire, je pense pas que ce serait la meilleure vie pour moi, même si c'est une vie remplie de plaisirs subjectifs, je pense pas que ce serait la meilleure vie pour moi, je veux une vie dans la réalité, mais là, peut-être que vous allez avoir un intérêt un peu plus marqué pour les prochaines théories qu'on va analyser ensemble dans les prochains épisodes. Donc maintenant, on comprend c'est quoi les théories hédonistes. On comprend pourquoi Ben Bramble est vraiment attiré envers ce type de théorie. Et on comprend aussi que, avec l'objection de la machine à expérience de Robert Nozick, c'est peut-être un petit peu problématique sur le plan descriptif, les théories hédonistes. Peut-être qu'ils réussissent pas à rendre compte pleinement de c'est quoi le bien-être humain. Donc, question de faire un petit wrap-up, on va essayer de voir c'est quoi les avantages des théories hédonistes, puis c'est quoi les désavantages, c'est quoi leurs limites. Un premier gros avantage, c'est évidemment sa simplicité conceptuelle. L'hédonisme, ça propose une définition claire, intuitive du bien-être. Être bien, c'est ressentir du plaisir puis éviter la douleur. C'est hyper simple et facile à comprendre. Cette simplicité-là, c'est le fun parce que ça rend la théorie facile à comprendre, facile à enseigner et facile à appliquer dans divers contextes, autant psychologiques, politiques ou éthiques. Deuxième avantage, ça a un ancrage subjectif et phénoménologique. Donc, l'hédonisme, ça respecte le fait que le bien-être dépend de l'expérience vécue des individus. Et ça, c'est une intuition qu'on veut vraiment qu'une bonne théorie du bien-être soit capable de rendre compte. Ces théories-là vont valoriser la perspective de la première personne, ce qui est crucial dans des approches humanistes et centrées sur la personne. Troisièmement, c'est des théories qui ont une très grande compatibilité avec la recherche empirique. Donc, c'est facilement mesurable, notamment à l'aide de questionnaires sur les émotions positives et négatives ou des indicateurs comme l'affect moyen. Ce que ça fait de vivre une certaine vie, ça rend les théories hédonistes compatibles avec les approches en psychologie positive, en économie du bonheur et dans les politiques publiques, ce qui est un grand avantage de ces théories-là. Ensuite, ils ont une forte intuition morale. On le sait, le plaisir, c'est intrinsèquement désirable et la douleur, c'est intrinsèquement évitable. Donc, deux intuitions largement partagées. Donc, il y a de nombreuses décisions pratiques par rapport aux soins de santé, la justice pénale, l'éducation, qui visent à réduire la souffrance et accroître les plaisirs, ce qui rejoint le cœur fondamental de la théorie hédoniste. Finalement, ça a un potentiel normatif dans les politiques publiques, et ça, c'est pas à négliger, donc l'hédonisme peut servir de base pour l'évaluation du bien-être social, comme dans certaines formes d'utilitarisme hédoniste.
Il va permettre de penser des interventions concrètes en visant une augmentation du plaisir global ou une réduction de la souffrance évitable. Donc, c'est une théorie qui a aussi beaucoup d'avantages pratiques. Elle est simple, elle est facile à appliquer et c'est une théorie qui a beaucoup de vertus aussi à l'extérieur du cadre philosophique. Par contre, comme on a pu le voir, elle a plusieurs limites et plusieurs défauts. Donc, premièrement, une grande limite descriptive. Donc, il y a un écart avec nos intuitions ordinaires sur le bien-être. Fait que les théories hédonistes, ils définissent le bien-être exclusivement en termes de plaisir ressenti et de douleur évitée. Par contre, cette conception-là, elle échoue à refléter certaines de nos intuitions morales et phénoménologiques sur ce qui est réellement une vie bonne. Donc, ça nous rappelle, bien évidemment, l'objection qu'on vient de mentionner de la machine à expérience de Robert Nozick. Avec cette expérience de pensée-là, on arrive à la conclusion que l'hédonisme, a de la difficulté un petit peu à bien rendre compte de nos intuitions par rapport au bien-être, ce qui constitue un problème au niveau du critère d'adéquation descriptive de la théorie. Oui, on valorise beaucoup le plaisir, mais c'est pas tout ce qui va compter dans une vie épanouie pour nous. En tout cas, pour la majorité des gens. Donc ça, c'est une limite descriptive de l'hédonisme. Il parvient pas à intégrer des aspects non expérientiels du bien-être, qui nous semblent pour autant essentiels, comme la vérité, l'authenticité, l'intégrité personnelle, ou le lien à autrui réel, le fait de vivre dans la réalité, de satisfaire ses désirs, par exemple, dans la réalité, c'est quelque chose que l'hédonisme, on dirait, est pas capable de rendre compte. Deuxièmement, il y a aussi quand même une limite normative aux théories hédonistes. Vous savez, le normatif, c'est censé nous dire ce qui devrait être bon pour nous. Mais c'est peut-être pas tous les plaisirs qui devraient compter comme bons pour les individus. Et ça, l'hédonisme est pas capable de faire cette distinction-là. En disant que tous les plaisirs sont intrinsèquement bons, l'hédonisme vient avoir de la difficulté quant à l'intuition qu'il y a certains plaisirs qui peuvent émerger dans des contextes problématiques, voire nocifs, qui devraient pas être bons pour le bien-être. Si on prend le cas, par exemple, d'une femme qui est engagée dans une relation toxique, qui subit des abus verbaux, émotionnels, peut-être même physiques de la part de son conjoint, pourtant, à certains moments, elle peut éprouver du plaisir quand, par exemple, il se montre affectueux ou lui fait des excuses ou lui offre des rares instants de tendresse, mais en réalité, est-ce que ces plaisirs-là sont intrinsèquement bons pour cette personne-là? Pas vraiment. Sur le point de vue du bien-être, on pourrait dire que cette relation-là, elle est fondamentalement problématique et mauvaise pour la personne. Par contre, l'hédonisme, lui, s'il est appliqué strictement, devrait dire que ces plaisirs-là sont bons pour le bien-être de la personne, même s'ils sont le produit d'un contexte qui est complètement destructeur. Par contre, cette conclusion-là, elle semble pas vraiment adéquate. Elle tient pas compte de la dynamique de dépendance affective, de traumatisme ou de déséquilibre de pouvoir. Intuitivement, on aurait tendance à dire que ces plaisirs-là, bien qu'ils sont réels, vont pas vraiment améliorer la vie de cette personne-là. Et qu'en plus, ils peuvent même masquer ou dissimuler la réelle souffrance globale qui se trouve au sein de cette personne-là. Et ça, c'est un problème normatif qui fait que pour l'hédonisme, tous les plaisirs sont intrinsèquement bons et qu'on peut pas faire la distinction entre certains plaisirs qui pourraient, au final, être nocifs pour l'individu. Ce genre de problèmes-là, qui sont quand même des grosses limites, qui fait que plusieurs voudraient se distancer d'une théorie hédoniste, va faire en sorte que des personnes assez convaincues de l'hédonisme vont défendre des variantes de l'hédonisme. Donc, ils vont rajouter des formes de critères pour dire que c'est pas, par exemple, tous les plaisirs qui comptent. On pourrait penser à un hédonisme attitudinal qui dit que les seuls types de plaisirs et de déplaisirs qui déterminent le bien-être d'un individu, c'est les plaisirs et les déplaisirs qui sont intrinsèquement liés aux attitudes, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on prend plaisir ou déplaisir dans une situation donnée pour elle-même, indépendamment de la façon dont on la considère par rapport à d'autres. Ça, c'est principalement défendu par Fred Fellman. Il y aurait aussi l'hédonisme étroit qui est défini et défendu comme une perspective selon laquelle les expériences de plaisir sont considérées comme des situations concrètes et complexes vécues par un être sensible à un instant précis. Donc, ces limites-là vont amener certains défenseurs ou certaines défenseuses de théories hédonistes à venir un peu peaufiner leur théorie pour dire que oui, c'est l'hédonisme qui est la meilleure théorie du bien-être, mais c'est l'hédonisme qui est attitudinal, par exemple. Donc, on amène une certaine condition, un certain critère pour faire en sorte que notre théorie soit capable de mieux rendre compte du concept de bien-être au final. Toutefois, ça veut pas dire qu'il faut garder les théories hédonistes jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que si, au final, les limites sont plus grandes que les avantages et qu'en réalité, on trouve que ça rend pas parfaitement compte encore du concept de bien-être, là, on peut peut-être commencer à penser à d'autres visions du bien-être, des visions qui vont répondre aux objections qu'on a posées ensemble aux théories hédonistes. Comme par exemple, la satisfaction des désirs, la réalisation des valeurs ou encore des biens objectifs. Mais il faut se rappeler que les théories hédonistes nous donnent un très bon point de départ. Se sentir bien, c'est être bien. Donc une vie haute en plaisir, c'est une vie haute en bien-être.
Mais ça se limite pas nécessairement à ça. Parce que les théories hédonistes, malgré que c'est le fun, une théorie qui est simple, elles arrivent pas à rendre compte de toute la richesse et de la complexité de l'expérience humaine. Il semble que si en ce moment j'étais branché de tout bord de côté à mon cerveau pour simuler des expériences positives, ben en réalité je serais pas vraiment en état de bien-être. Il semble avoir un besoin de connexion réelle dans le monde pour vivre une vraie vie bonne et épanouie. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres approches qui sont peut-être plus pertinentes, plus complètes pour rendre compte du concept de bien-être, comme par exemple la satisfaction des désirs, et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode ensemble. Avant de vous laisser, je vous rappelle que le but de la vie bonne, c'est de vous donner des connaissances, de développer votre esprit critique et de vous développer sur le plan plutôt de la réflexion, mais on veut aussi passer à l'action. C'est pour ça que à chaque série philosophique que je vais créer, je crée aussi une sorte de cours à travers le cabinet Evexia, une forme d'option appliquée, pratique, pour ceux et celles qui aimeraient vraiment passer de la réflexion à la mise en pratique. Concrètement, ça veut dire des exercices guidés, du contenu pratique à intégrer dans le quotidien et un kit Evexia livré chez vous pour soutenir concrètement votre démarche et tout ça, ben, à un prix plus abordable qu'un souper au resto. Une vie florissante ou épanouie, ça va pas simplement se penser, mais ça doit aussi se faire à travers l'action et c'est pour ça que, pour moi, c'était vraiment important de vous offrir une option pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, de vraiment mettre en pratique ces choses-là pour avoir une réelle transformation ou un réel impact dans votre vie. Fait que si ça vous parle, allez au cabinetevexia.com, tous les infos sont là. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la présentation de l'hédonisme, mais on est juste au début de notre enquête et je vous dis, il y a des théories qui sont pas mal plus convaincantes, si vous voulez mon opinion, qui s'en viennent. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Oh oui, puis avant de finir, vous savez, en tant que consommateur, consommatrice de contenu, les gens vous demandent souvent de vous abonner, d'aimer la vidéo ou de commenter. J'ai envie de vous demander la même chose, mais vous savez, en philosophie, tout est une question d'arguments. Fait que je vais vous donner 2 arguments pour vous convaincre d'interagir avec la vidéo ou de vous abonner, puis si je vous ai convaincu, ben vous savez quoi faire. Premièrement, participer à la discussion, c'est déjà philosopher et vous êtes ici pour ça. Un commentaire ou un j'aime, ça vous permet de faire une petite contribution à la grande conversation dans laquelle on est en ce moment et qui nous bénéficie à tous et toutes. Deuxièmement, je dirais que vous abonner, c'est comme poser une première pierre vers une vie plus réfléchie. Aiguiser son esprit critique, développer ses connaissances, c'est à la base d'une vie bonne, puis vous abonner, ben ça vous met déjà sur la bonne voie. Puis entre vous puis moi, ben ça va être pas mal plus le fun que lire La République de Platon. Oh puis regarde, si je t'ai pas convaincu, tu peux toujours t'abonner par charité, je vais le prendre quand même. À bientôt.